Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la présentation des tests sur le chapitre déterminant. Et dans cette troisième vidéo, on va traiter la section 3, les calculs de déterminants. On va tout de suite à la première question. Et une petite question très simple pour commencer. Vrai ou faux, il existe des matrices à coefficients réels dont le déterminant est un nombre complexe non réel. Vrai ou faux? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse est faux. Alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est faux. Ici j'ai donné une justification qui repose sur l'expression générale du déterminant d'une matrice, même si cette expression générale, je l'ai présentée vraiment comme un complément de cours. Ce n'est pas du tout nécessaire de la maîtriser, mais au moins vous avez l'idée, si vous avez lu un peu les notes de cours, que le déterminant c'est une somme, alors alternée avec des facteurs plus ou moins 1, c'est une somme de produits de coefficients de la matrice. Donc si la matrice est un coefficient réel, le déterminant il est forcément réel. D'accord ou bien vous pourriez dire pour des raisons plus intuitives que le déterminant il représente un facteur de dilatation du volume en dimension n, et que si on est sur Rn, les volumes ils ont une valeur qui n'a aucune raison d'être complexe. Bref, le déterminant est réel si la matrice est un coefficient réel. Question suivante. Alors, une petite question pour se familiariser avec justement le calcul un peu en développement complet du déterminant. L'expression du déterminant d'une matrice de 2 ABCD, c'est AD moins BC. Cette expression comporte deux termes. Deux termes, AD et BC, avec un signe moins entre les deux. Combien de termes l'expression du déterminant d'une matrice 3-3 générale comprend-elle? Alors, si vous avez lu les notes de cours, vous savez déjà les réponses. Enfin, l'idée là, c'est d'essayer de le retrouver par la réflexion. Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est 6. Alors, la figure, c'est cette fameuse règle de Sarrus qui permet de visualiser l'expression générale du déterminant d'une matrice 3-3 qui est écrite ici. Vous pouvez la visualiser à travers des produits. Donc vous voyez, c'est une somme alternée de produits. Une somme alternée, c'est-à-dire avec des plus et avec des moins. Les plus, c'est ces trois diagonales-là. Et les moins, c'est ces trois diagonales dans l'autre sens, quoi. Et c'est une somme alternée de produits de coefficients de la matrice. Et à chaque fois, le produit, c'est le produit de trois coefficients. Et c'est toutes les manières de choisir un coefficient et un seul dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc, du coup, la justification de la réponse, c'est qu'il y a autant de termes dans l'expression du déterminant que de manières de choisir un coefficient et un seul dans chaque ligne et dans chaque colonne. Dit autrement, pour chaque colonne, vous choisissez un des trois coefficients. Donc pour la première colonne, vous avez trois choix possibles. Pour la deuxième colonne, vous n'avez plus que deux choix possibles puisqu'il y a une des lignes qui est déjà prise. Et pour la troisième colonne, vous n'avez plus qu'un choix possible. Donc la réponse c'est 3 fois 2. On pourrait dire 3 fois 2 fois 1 égale 6. On passe à la question suivante. Et la question suivante, qui ne devrait pas vous poser trop de difficultés maintenant. Combien est-ce qu'on aura de termes dans l'expression du déterminant en dimension 4 pour une matrice 4-4? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, la réponse c'est, je n'ai pas redonné la justification, mais la justification c'est la même que pour une matrice 3-3 et aussi pour une matrice de 2. C'est factoriel 4. Pour la première colonne, vous avez 4 choix. La deuxième colonne, vous n'avez plus que 3 choix parce qu'une des lignes est prise, etc., etc. Donc factoriel 4 égale 24. Question suivante. Alors, dans cette question, on va parler de matrice diagonale par bloc. Matrice diagonale par bloc, c'est illustré par la figure de gauche. C'est une définition du cours. Et c'est une définition du... Alors, une matrice diagonale par bloc, c'est illustré par cette figure. Et une matrice diagonale par bloc, c'est une matrice dont les coefficients non nuls sont dans des blocs comme ça alignés sur la diagonale. Ce qui veut dire qu'en dehors de ces blocs, les coefficients valent 0.
Bon, bien sûr, les blocs sont de taille quelconque et les coefficients dans les blocs sont quelconques. Dans ce cas, on sait surtout si on a bien lu les notes du cours, que le déterminant d'une telle matrice, c'est le produit des déterminants des blocs. C'est un résultat qui est en fait utile en pratique, parce qu'en pratique, pour calculer un déterminant, on fait apparaître des zéros, et souvent, on peut se ramener comme ça à un cas triangulaire par bloc, en fait, en pratique. Et pour une matrice triangulaire par bloc, le même résultat est vrai sur les déterminants. Le déterminant est encore égal au produit des déterminants des blocs. Donc c'est en fait une manière commode, dans les calculs de déterminants, de se ramener à des déterminants plus simples. En tout cas, ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est est-ce que ce résultat, que le déterminant, c'est égal au produit des déterminants des différents blocs, est-ce que c'est encore vrai pour une matrice anti-diagonale? Anti-diagonale par bloc, et anti-diagonale par bloc, c'est ce qui est dessiné côté droit. Alors, c'est une question qui est peut-être pas facile, enfin je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Si ça vous paraît pas facile, c'est normal, prenez le temps. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est que c'est faux. C'était ce qui vous était demandé. Et il y a en quelque sorte un niveau de réponse supérieur, mais celui-là n'était pas demandé, c'est qu'en fait, c'est vrai au signe près. C'est vrai au signe près. Alors, pourquoi c'est faux? Pour dire que c'est faux, le plus difficile, c'était de se convaincre que c'est possiblement faux. Ensuite, il suffit de trouver un contre-exemple. Le contre-exemple, il n'est pas très difficile à trouver. Vous voyez, pour cette matrice-là, le déterminant, il fait AB. Et pour cette matrice-là, le déterminant, il fait moins AB. Donc, ici, ce n'est pas le produit des déterminants des blocs. Vous avez un signe moins. En revanche, c'est vrai au signe près. Alors, pourquoi c'est vrai au signe près? Et bien parce que la matrice de droite, vous pouvez l'obtenir comme la matrice de gauche, puis une matrice de permutation qui va juste vous réarranger les vecteurs de base, vous les réordonner pour obtenir cette transformation-là. Et une matrice de permutation des vecteurs de base, c'est une matrice qui a pour déterminant plus ou moins 1. C'est peut-être pas la peine que ça, j'en donne une justification maintenant. Si vous lisez le cours, vous aurez plein de manières de le justifier. Et de toute façon, on va le voir dans des questions tests qui vont arriver dans les slides qui suivent. Mais encore une fois, vrai au signe près, c'est une question d'un niveau plus difficile qui n'était pas demandé. Question suivante. Alors, ça c'est une question qui porte sur le développement d'un déterminant, alors soit en ligne, soit en colonne, puisque je ne vous dis pas si c'est en ligne ou en colonne, puisque c'est la question qui est posée. Si vous regardez les notes du cours, le développement, ce qu'on appelle le développement de Laplace, pour calculer les déterminants, c'est une méthode qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser. Donc ce slide, vous pouvez le passer assez rapidement, mais en fait, je l'ai mis, cette question, il y en a une ou deux autres, juste pour que au moins vous ayez vu au moins une fois en pratique ce développement en ligne et en colonne, parce que dans la littérature, c'est quelque chose qui est hyper classique. Donc, dans l'exemple qui suit, la question est très simple, mais c'est vraiment pour illustrer le développement, suivant quelle ligne ou quelle colonne est-ce qu'on a développé. Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est suivant la première ligne. Et à la limite, je vais illustrer un petit peu mieux. Voilà, là j'ai mis quelques éléments de couleur pour illustrer le calcul. Donc on a bien développé par rapport à la première ligne, et le développement, ça consiste à écrire le déterminant comme une somme de 3 déterminants plus petits qu'on multiplie par les 3 coefficients de la première ligne, et les déterminants plus petits, ils sont obtenus en éliminant la ligne et la colonne associées au coefficient qu'on considère. Donc si vous prenez le coefficient 1, vous éliminez la ligne et la colonne, il vous reste le bloc bleu en bas à droite qu'on retrouve ici. Si vous prenez le coefficient 2, vous éliminez la ligne et la colonne, il vous reste les 2 colonnes jaunes qui donnent ce déterminant-là. Et si vous prenez le coefficient 3, il vous reste le bloc vert en bas à gauche qu'on retrouve ici. Attention, la difficulté, le piège, c'est ce moins ici. Ce n'est pas seulement une somme, c'est une somme alternée, et ce moins, il vient d'un moins 1 puissance 1 plus 2, parce que le coefficient 2 ici, il est dans la ligne 1 et la colonne 2.
Donc c'est une méthode qui est un peu piégeuse à cause du fait qu'elle est alternée. Et l'expérience de mes collègues qui m'ont conseillé, c'est de dire les étudiants de l'INSA ont du mal. Alors je ne sais pas vous, mais disons les autres jusqu'ici ont du mal un peu à maîtriser cette méthode. C'est pour ça que c'est une méthode possible, mais une méthode qu'on recommande dans le cours, dans les notes de cours, c'est plutôt de trigonaliser ou trigonaliser par bloc. On passe à la question suivante. Alors, je viens de dire que ce n'est pas la meilleure méthode, et voilà une deuxième question, mais c'est vraiment pour être sûr que vous ayez bien compris quand même de quoi ça parle, même si vous ne l'utiliserez pas ensuite. Dans cet exemple, suivant quelle ligne ou quelle colonne a-t-on développé? Même question. Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, j'ai encore une fois essayé de crayonner pour illustrer le résultat. Donc cette fois-ci, on a développé suivant cette deuxième colonne, et donc on a les trois termes qui viennent des trois coefficients 2, 5, 8, et à chaque fois on a enlevé, mais comme on a enlevé la deuxième colonne, ça fait des blocs restants un peu plus éclatés, et donc enfin en tout cas vous retrouvez cette somme de trois termes, et attention cette fois-ci, vous voyez de nouveau les pièges, c'est les signes moins ici. Ce moins là, il vaut typiquement moins 1 puissance, pareil, 1 plus 2, puisque première ligne, deuxième colonne, et ici c'est moins 1 puissance 2 plus 2, deuxième ligne, deuxième colonne, et celui-là, moins 1 puissance 3 plus 2, troisième ligne, deuxième colonne. Et voilà pour les développements. Question suivante. Une petite question qui, je pense, ne vous posera pas de problème. Dans ce second cas, quand on pousse le calcul jusqu'au bout, on trouve un déterminant qui vaut 0. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir plus facilement sans mener le calcul? Comment? Je vous laisse réfléchir, donner votre réponse. Ce n'est pas une question à choix multiple, mais... Et voici la réponse. La réponse est que naturellement, si le déterminant vaut 0, c'est que la matrice n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, c'est qu'elle n'est pas de rang 3, donc elle est de rang O plus 2. Alors, ça ne se voit pas très bien sur la matrice parce que les trois colonnes sont indépendantes. Si vous regardez bien, les trois colonnes sont 2 à 2 indépendantes, 2 à 2 indépendantes, donc ça fait 3 vecteurs de R3 qui ne sont pas 2 à 2 collinaires. En revanche, ils sont coplanaires, parce que si vous retirez la première, par exemple, il y a d'autres manières de faire sûrement, mais si vous retirez la première colonne aux deux suivantes, ou bien la première ligne aux deux suivantes, si vous retirez la première colonne aux deux suivantes, vous obtenez une matrice qui vaudra, alors 1, 4, 7, la première colonne elle n'a pas changé, mais la deuxième colonne vous obtiendrez 1, 1, 1, et la troisième colonne 2, 2, 2, et donc deux colonnes proportionnelles, donc une matrice de rang 2. Et puis si vous retirez la première ligne aux deux suivantes, vous obtiendrez une matrice 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6. À nouveau, rang 2, rang des lignes égale 2 cette fois-ci. Question suivante. Alors, pour combien de valeurs réelles du coefficient A, le déterminant suivant est-il, je pense que c'est nul, c'est pas non nul, c'est nul, est-il nul? Donc pour ça, il faut tout simplement calculer l'expression de ce déterminant en fonction de A. Je vous laisse réfléchir, faire le calcul, ça ne se voit pas forcément immédiatement, il faut faire un petit calcul et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est une valeur. Et il y a plusieurs justifications possibles. En gros, il faut calculer le déterminant. Et donc, on vous a proposé 3 méthodes, mais ce n'est pas la peine de vous paniquer en vous disant « Oh là là, il faut que je maîtrise toutes les méthodes ». Si vous savez calculer les déterminants avec votre méthode favorite, préférée, ça suffit. Il en suffit d'une. Et puis avoir vaguement entendu parler des autres, c'est largement suffisant. Enfin, voici en tout cas les 3 méthodes. La première méthode qui là est assez pratique, c'est le développement, par exemple, par rapport à la première ligne, développement dit de la place, qu'on a vu dans les questions précédentes. Donc quand vous développez par rapport à la première ligne, vous obtenez, vous voyez tout de suite que vous n'avez que 2 termes. Vous avez 1
et puis A3 avec un plus. Bon, règle de Sarrus. Donc le déterminant, il vaut 1 plus A3. Deuxième justification, si vous faites une opération sur les lignes, ce qui est plutôt la méthode recommandée dans le cours, vous obtenez un déterminant comme ceci, d'une matrice, excusez-moi, c'est pas diagonale, c'est triangulaire par bloc. Et donc le déterminant de cette matrice, c'est le produit des déterminants des blocs, donc c'est 1 fois le déterminant de ce bloc qui vaut bien 1 moins A3, 1 plus A3 de nouveau. Et puis enfin, vous pouvez aussi, parce que c'est une matrice 3,3, appliquer la règle de Sarrus, mais enfin ça revient un petit peu à la méthode première. Hein. Et donc vous retrouvez 1 plus A3. Donc la seule valeur réelle pour laquelle 1 plus A3 vaut 0, c'est moins 1. Hein, si on place dans le plan complexe le nombre moins 1 ici, et bien les nombres A qui vérifient A3 égale moins 1, réel ou complexe, vous avez moins 1 lui-même, et puis E puissance I pi sur 3, E puissance moins I pi sur 3, hein, bien sûr, puisque moins 1 c'est E puissance I pi. Donc, enfin, les solutions réelles, il n'y a que moins 1, d'où la réponse, une valeur. Encore une fois, c'est une question qui nécessitait un petit calcul, hein, ça ne pouvait pas être fait de tête, ça c'est normal. Hein. On passe à la question suivante. Que vaut le déterminant de cette matrice? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors la réponse, c'est 1, la valeur c'est 1 de ce déterminant, et alors il y a une longue justification parce qu'on a donné plein de justifications différentes, mais une seule suffit, hein. Donc il ne faut pas vous laisser effrayer par la réponse, c'est une question qui n'est pas très difficile, c'est juste c'est tellement facile qu'il y a plein de manières de le justifier. Donc, première justification, vous pouvez appliquer la formule du développement, suivant les lignes ou les colonnes, comme il y a beaucoup de zéros, il n'y a qu'un terme de toutes les façons qui vaut 1. C'est la même chose, la justification aussi que la règle de Sarrus, ça revient au même. Si vous calculez explicitement le développement, ça fait 1. La deuxième justification, c'est que cette transformation, c'est une permutation circulaire des vecteurs de base. Vous voyez, le premier vecteur de base est envoyé sur le deuxième sur le troisième sur le premier. Et donc en fait, si je les appelle epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ils sont envoyés sur epsilon 2, epsilon 3, epsilon 1. Et ça, vous pouvez le faire en 2 étapes. On a vu ça déjà dans un test un peu précédent dans ce fichier de slide de test. Vous pouvez le faire en 2 étapes. D'abord, vous permutez epsilon 1 et epsilon 2, donc vous obtenez epsilon 2, epsilon 1, epsilon 3, puis ensuite vous permutez epsilon 1, epsilon 3, et vous obtenez ceci. Et donc, quand vous permutez 2 vecteurs, ça fait un déterminant égal à moins 1. C'est le caractère antisymétrique du déterminant. Si vous le faites 2 fois, vous multipliez 2 fois par moins 1, ça fait 1. C'est ce qui est expliqué ici, dans cette deuxième justification. Enfin, troisième justification ici, vous pouvez essayer de comprendre explicitement ce que représente cette matrice. Et ce que représente cette matrice dans R3, si vous l'imaginez avec les 3 vecteurs de base, elle envoie le premier sur le deuxième sur le troisième et le troisième sur le premier. Vous pouvez la voir comme une rotation d'axe, ce vecteur 1, 1, 1, qui est un axe qui est un peu au milieu des 3 vecteurs de base là. Et comme quand vous répétez 3 fois la permutation, vous revenez à l'identité, hein, bien sûr. C'est une rotation du coup d'angle, forcément 2π sur 3. Et du coup, elle a pour déterminant 1. Troisième justification. Question suivante. Alors une question qui ressemble beaucoup à la précédente. Que vaut le déterminant de cette matrice, qui est de nouveau une matrice qui va permuter les vecteurs de base? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est moins 1 cette fois-ci. Et à nouveau, ce n'est pas une question très difficile. Et la réponse peut paraître difficile parce qu'on a donné plein de justifications différentes, mais une seule suffit. À nouveau, vous pouvez calculer explicitement ce déterminant en développant suivant les lignes et les colonnes, ou bien en appliquant la règle de Sarrus, la formule explicite du déterminant. C'est à peu près la même justification, ces deux-là.
Ou bien, en fait, j'ai redonné les mêmes justifications que dans le cas d'avant, hein, mais sauf que dans ce cas-là, quoi, j'ai donné les mêmes justifications que pour la question précédente, mais pour cette matrice-là. Donc, deuxième justification, cette transformation, elle permute le premier et le troisième vecteur de base. Donc, du coup, là, il n'y a qu'une seule échange de position. Et un échange de position de deux vecteurs, ça renverse l'orientation, toujours parce que le déterminant, c'est une forme antisymétrique des trois vecteurs. Si vous échangez position de vecteurs, ça renverse l'orientation, ça multiplie par moins 1. Et puis troisième justification, c'est la meilleure en fait, hein, c'est d'analyser ce que représente vraiment cette transformation. Et, enfin c'est la meilleure, bon, la deuxième est bien aussi, mais si vous regardez ce que fait vraiment cette transformation, elle fixe le deuxième vecteur et elle échange le premier et le troisième. Et si vous regardez ce que ça fait concrètement dans l'espace, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, donc vous fixez epsilon 2, celui-là il est fixé, et vous échangez epsilon 1, epsilon 3. Échanger epsilon 1, epsilon 3, c'est une espèce de flip, et c'est un flip par rapport à quoi? Par rapport à la diagonale du plan epsilon 1, epsilon 3. Ce que j'ai essayé de dire ici. Et donc le vecteur epsilon 1 plus epsilon 3, il va être invariant, tout comme le vecteur epsilon 2. Donc en fait, c'est une symétrie orthogonale par rapport à ce plan, engendré par le vecteur epsilon 2, le plan engendré par le vecteur epsilon 2 et le vecteur epsilon 1 plus epsilon 3 qui est ici dans la diagonale. Donc comme c'est une symétrie orthogonale par rapport à un plan, bon, ça préserve les volumes, mais ça renverse l'orientation. Donc déterminant égal à moins 1. Question suivante. Et on est déjà à la dernière question du fichier. Que vaut le déterminant de cette matrice? Donc c'est une question qui est de même nature que les deux précédentes, mais cette fois-ci on a une matrice 4, 4. Donc je vous laisse réfléchir à votre réponse et peut-être essayer de donner, comme on l'a fait dans les deux slides précédents, plusieurs justifications concordantes à votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est plus 1. Vous voyez, ça ressemble un peu à la matrice du cas précédent, mais le cas précédent, c'était en dimension 3, et ça faisait un déterminant moins 1. Cette fois-ci, on est en dimension 4, et avec cette matrice antidiagonale, et le déterminant, il a changé de signe, niveau plus 1. Donc, il faut un petit peu faire attention, faut pas se fier trop à le déterminant. Ça peut beaucoup dépendre des dimensions, surtout pour ces matrices de permutation. En tout cas, alors, il n'y a plus la quatrième justification, parce que la quatrième justification, c'était la règle de Sarus, et ça, c'était propre à la dimension 3. En dimension 4, en fait, on se ramène à la formule du développement en suivant les lignes et les colonnes. En fait, j'aurais pu ajouter la quatrième justification, mais c'est la formule abstraite du déterminant général qui dit qu'il y a un seul coefficient, ici, un seul terme, pardon, dans le développement, qui vaudra plus ou moins 1, et il se trouve qu'il vaut plus 1 pour des raisons qui vont apparaître à travers les autres justifications. Si vous développez suivant les lignes et les colonnes, par exemple, vous développez par rapport à la première ligne, ça fait apparaître un moins 1 puissance 4 plus 1, 5 moins 1. Puis vous développez ici 3 plus 1, 4 fois plus 1. Puis vous voyez. Et puis vous développez ici moins 1. Donc moins 1 fois plus 1 fois moins 1. Ça fait 1. Ça, c'est le développement suivant les lignes et les colonnes. D'accord ? C'est moins 1 fois plus 1 fois moins 1. D'accord ? Voilà. Deuxième justification, c'est de regarder cette matrice, c'est la matrice de permutation des vecteurs de base, et en quelque sorte, cette permutation, on peut la réaliser avec combien d'échanges de paires de vecteurs de base. Et la réponse, elle est ici. En fait, cette matrice, ça correspond à échanger les vecteurs de base numéro 1 avec le numéro 4 et numéro 2 avec le numéro 3. Donc ça fait deux échanges de position, donc moins 1 fois moins 1, donc plus 1. C'est la deuxième justification. Et puis, dernière justification, c'est de regarder vraiment ce que représente cette
matrice A. Et en fait, alors, c'est une justification qui est peut-être un petit peu plus difficile à saisir puisque c'est en dimension 4. Mais en vous aidant un peu de ce qu'on a dit dans la deuxième justification, qu'on échange les vecteurs de base 1 et 4 et qu'on échange les vecteurs de base 2 et 3, ben, en fait, vous voyez que c'est un flip, cette transformation, c'est-à-dire c'est une symétrie orthogonale qui fixe epsilon 1 plus epsilon 4 et qui fixe epsilon 2 plus epsilon 3 et qui renverse les vecteurs opposés. En fait, ça renverse epsilon 1 moins epsilon 4 et ça renverse epsilon 2 moins epsilon 3 qui sont des directions qui engendrent un plan orthogonal au plan des deux diagonales, disons, qui sont préservées. Bref, on peut observer, c'est une justification qui est peut-être plus difficile pour vous, on peut observer que cette transformation, c'est une symétrie orthogonale par rapport à un plan de R4. Donc il y a deux directions, en quelque sorte, qui sont invariantes et deux directions qui sont renversées. Donc si on prend une base de R4 dont les deux premiers vecteurs sont typiquement ces deux-là, hein, c'est-à-dire, en fait, j'ai essayé de justifier un petit peu mieux avec les couleurs ici. Si vous prenez epsilon 1 plus epsilon 4, epsilon 2 plus epsilon 3, ça fait deux vecteurs invariants, et c'est des vecteurs qui sont libres. Et si vous prenez epsilon 1 moins epsilon 4 et epsilon 2 moins epsilon 3, ces deux vecteurs-là verts, ils sont envoyés, chacun est envoyé sur son opposé. Donc dans la base bleu, bleu, vert, vert, ces deux vecteurs bleus et ces deux vecteurs verts, dont on peut vérifier qu'ils forment une base, et bien la matrice, elle a cette forme classique des matrices de symétrie, dans lesquelles vous avez un bloc qui est formé des directions par rapport auxquelles vous faites la symétrie, donc c'est les vecteurs qui sont invariants, c'est l'identité, et d'un bloc parallèlement à laquelle vous faites la symétrie, donc ces vecteurs-là sont renversés, donc ça fait moins l'identité. Et du coup, le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. Et dans les coefficients diagonaux, vous avez 2 fois moins 1. Donc, dans une symétrie, d'une manière générale, c'est un déterminant plus ou moins 1. Plus exactement, c'est un déterminant moins 1 puissance la dimension de l'espace parallèlement auquel vous faites la symétrie. Ici, c'est 2. Et on a terminé cette troisième et dernière vidéo de présentation des tests sur le déterminant. Merci pour votre attention et bravo d'être arrivé jusque-là.